Le Danemark, on a aussi parlé du Danemark et de la grande différence de 17% entre le paiement des femmes et des hommes. Le système de sécurité sociale, comment il a dégraissé par rapport dans le pays du Danemark et dans les pays scandinaves. The welfare state has been most developed in the Nordic countries, but what we have seen is a huge attack on welfare, especially because of the EU fiscal pact. Dans les pays nordiques, on a eu des attaques, de grandes attaques par rapport à la sécurité sociale, et ce par rapport, le problème a été par rapport aux taxes et C'est le système de l'Union européenne économique. It is because of the economy of the European Union, you probably heard about the Troika demanding special policies in the southern Europe. The Danish government adheres to the same policies, and this means that local administration stations cannot use the money they have. They have to cut down on welfare. Donc l'économie de la Troïka a de demandes spécifiques, comme par rapport à l'argent local dont les municipalités n'ont pas le droit d'utiliser. Et nous n'avons pas le Troïka au Danemark, mais nous avons les mêmes politiques économiques qu'on demande dans l'euro. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous avons les mêmes politiques, alors que les politiques locaux et les administrations locaux ne peuvent pas, ils ne doivent pas user leur capital. Ils ont leur monnaie, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. C'est tout à fait fou, tout à fait fou. This means that since 2010, 40,000 jobs have been lost in the welfare sector. 40,000, 40 000 emplois dans le service public ont été perdus dès 2010. Vous comprenez? Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Au Danemark. And so this means a huge deterioration of services. C'est-à-dire que les services publics ont été détruits comme ça. And I'm just telling you this so that you can see that although the effects of neoliberalism and EU economic policies are worse in Southern Europe and in Ireland, they also affect the Nordic countries. C'est ça. And this means that this situation with these setbacks, this means that what we have to do as feminists and as a feminist movement, is to work to prepare for the rise of our movement. We need to prepare for that, and I know that there's no recipe. There's no recipe for that, but we have to fight back. We have to make improvements in where we can. We have to cooperate with other movements, and we have to
see that we need a new, difficult word, paradigm. We need to combine our struggles and we need to break with the system. We need to realize that we have to break with the system. Can you translate that? Les féministes doivent maintenant monter en puissance et s'allier avec d'autres mouvements aussi pour changer le paradigme pour qu'on arrive à faire quelque chose à rompre avec le système. Yeah. And of course, the task of the feminist struggle is to break with patriarchy. Donc, évidemment, la lutte féministe, c'est rompre avec le patriarcat. I'm going to finish soon. I think it was important what Nicoletta also mentioned, that we have succeeded with something. We have succeeded in Europe with something. On a eu des succès, n'est-ce pas? There has been the success to fight the restrictions on abortion in Spain. I can also tell you that last year in Malmö, the Nordic women, 15,000 women met in Malmö and put a lot of demands to the governments and also to themselves that should be completed. These demands are more or less the same as the more radical women's movement put. And what is extraordinary is that social democratic women participated here as well, and also some bourgeois women, and they also joined the radical demands. Donc à Melbourne, l'année dernière, 15 000 femmes se sont réunies pour faire cette demande-là, cette chose-là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait des femmes social-démocrates et des femmes bourgeoises qui aussi ont participé à ça, qui était quelque chose d'assez radical. What I wish to end up by saying that this shows that there is a dissatisfaction, discontent with the present system, of the present situation, the economic problems, the climate problems, and that is the situation of women that goes into the center of, people voting for center parties, for social democratic parties. There's a huge discontent at this moment, and many of them are fleeing to the right or to the left. And we have to, this dissatisfaction, I think, also showed here. So this is what we can build on to have the rise of a new movement. Thank you. On s'excuse pour ces problèmes de traduction, mais les paroles d'Inger montrent bien que le problème aujourd'hui du capitalisme n'est pas un problème du tiers-monde, n'est pas un problème des pays de l'Europe du Nord, n'est pas un problème de l'Europe du Sud, n'est pas un problème du Maghreb. Les différences des salaires, c'est dans tous les pays. Les problèmes des retraites sont dans tous les pays. Les attaques contre les droits des femmes, l'IVG, c'est dans tous les pays. En fait, on voit de plus en plus une alliance réelle, elle a toujours existé, mais dans cette crise et dans cette phase du néolibéralisme, cette alliance entre le capitalisme, les religions sont de plus en plus fortes, c'est-à-dire sont de plus en plus puissantes pour contrer les droits des femmes. Et la question des droits des femmes, c'est le droit de tous les citoyennes et de tous les citoyens, parce que c'est une influence réelle sur toute la société. Bon, je vais passer la parole à Siem de Casa Africa, qui va essayer d'être bref. Bon. Et après, on va ouvrir le débat.
bonjour. Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre présence. Merci d'être courageux, d'être venu en Tunisie malgré les tristes événements de la semaine dernière. Ils voulaient nous laisser seuls. Ils ont attaqué les étrangers parce qu'ils voulaient nous laisser isolés. On restera debout. La Tunisie a été fondée par une femme et c'est une lutte de 3000 années. Donc on restera debout. Et merci d'être venu. Merci pour votre solidarité. La Tunisie a toujours besoin de ses amis. Et elle restera toujours la terre d'échanges culturels et elle restera toujours belle et généreuse. Donc, je m'appelle Sihem Abd, je suis membre de l'association italienne Casa Africa. C'est une petite association qui a été créée en 2009 entre un ensemble de femmes italiennes liées à une forte amitié avec des femmes émigrées qui étaient aussi très soucieuses des mauvaises conditions des femmes émigrées et des jeunes adolescents qui venaient surtout de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Donc, je vais essayer d'être bref. Donc aujourd'hui, je parlerai des rôles des femmes dans la consolidation de la paix. Je vais essayer d'expliquer comment le rôle des femmes dans la consolidation de la paix aura également une valeur structurelle à travers les valeurs uniques qui portent sur les orientations politiques, économiques et sociales sur lesquelles se base la paix. Il s'agit d'une question complexe, mais je vais me limiter pour approfondir quelques éléments qui peuvent provoquer des réflexions qui peut-être seront développées dans d'autres occasions. D'abord, commençons par la préface que signifie construire la paix. Construire la paix signifie mettre au centre des décisions politiques et économiques qui sont prises dans une société donnée la personne, la dignité de la personne et des droits basés sur l'égalité et de la justice sociale. En d'autres termes, la paix n'est pas seulement un état de non-belligérance, mais la mise en œuvre d'un projet social. Pour ce projet, donc, la guerre est la mise en œuvre d'un projet social. La guerre n'est pas en fait un champ à part dans la vie d'un État, mais c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Une politique qui met l'accent sur le marché plutôt que sur la personne et qui donne le pouvoir à la finance de diriger son économie, permettant ainsi de consolider la fossé entre riches et pauvres. Aux États-Unis, par exemple, le 1% de la population contrôle le 40% de la richesse. En Italie, le 10% de la population contrôle la moitié de la richesse nationale. C'est également autour de ces choix que se construit la guerre. L'exploitation, l'oppression, la discrimination sont des formes de violence et contiennent en elles-mêmes l'esprit de guerre. Donc, la guerre est la destruction des vies humaines, et non seulement la destruction des vies humaines, des vies de pays, mais aussi et surtout destruction des valeurs sur lesquelles se basent les droits de l'homme. Mais qu'a été le rôle des femmes dans tout cela? Nous devons d'abord commencer à partir d'un fait historique incontestable. Les guerres ont été jusqu'à présent le résultat de politiques économiques adoptées par les structures de pouvoir qui ont exclu la population féminine. Mais cela ne signifie pas que les femmes n'ont pas pris part aux guerres. En effet, à travers l'histoire, il y a de nombreux exemples de femmes guerrières qui ont combattu à côté des hommes, mais en gardant toujours une position subalterne. En fait, aujourd'hui, les femmes chefs d'État dans le monde sont à peine plus que 5%. Et la représentation des femmes dans les parlements est seulement du 19%. Ceci est valable quand la seule leadership n'est pas en soi décisive, comme
comme nous le verrons. Nous avons des exemples significatifs, en particulier lorsque les femmes se trouvant dans la minorité, elles maintiennent la subordination idéologique à la culture masculine. Il faut souligner cependant une donnée contre-tendance qui concerne le pourcentage élevé des femmes, 35% en moyenne, qui a été enregistré récemment dans les parlements de certains pays africains qui sortent des guerres civiles ou de crises. C'est comme pour dire qu'une fois que les hommes ont échoué dans la tâche de gouverner, c'est aux femmes de reprendre le contrôle de la situation. La primauté est pour le Rwanda avec 54,9% de représentation féminine au Parlement, qui dépasse celle de la Suède de 46,5%. Mais pourquoi cette absence historique des femmes? L'absence des femmes dans les structures de pouvoir où se décide la paix ou la guerre est due à des siècles de subordination à la domination patriarcale des hommes et de laquelle la femme n'a pas commencé à émerger qu'à l'aube du XXe siècle. Parcourant un chemin qui est loin d'être terminé, même pas aujourd'hui, où on parle encore de patriarcat et de domination systématique des femmes par les hommes à l'échelle mondiale. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés non seulement quelques groupes féministes radicaux, mais une étude approfondie de toutes les formes de violence contre les femmes, préparée par l'Assemblée générale de l'ONU et achevée en 2006, et c'est avec la contribution de 129 pays. Dans cette étude, on constate que la violence contre les femmes est omniprésente et universelle. Elle transcende les frontières, les races, les classes, les religions. Il n'y a aucune religion, aucun pays, aucune culture dans laquelle les femmes sont libres de toute violence. La violence domestique masculine est la forme la plus courante de violence subie par les femmes dans le monde entier. L'étude conclut que les causes structurelles fondamentales de la violence de genre se trouvent dans le patriarcat, la domination systématique des femmes par les hommes. En outre, comme quelques-uns le savent, l'émancipation féminine dans le monde occidental est relativement récente. En Italie, par exemple, c'est seulement à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919 plutôt, qu'a été promulguée la loi de la capacité juridique de la femme et qui a abrogé l'institution de la puissance du mari. Les citoyens de sexe féminin dans les pays occidentaux n'étaient pas autorisés à voter. Le premier pays au monde qui a accordé aux femmes le droit de vote était l'Australie en 1902. Il a été suivi par la Grande-Bretagne en 1918, puis par les États-Unis en 1920 et enfin par la France en 1944. En Italie, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que les femmes obtiennent le droit de vote. Toujours en Italie, en 1968, était encore en vigueur la loi qui reconnaît comme cause de séparation l'adultère de l'épouse et non celle de son mari. Et seulement, c'est grâce à l'intervention de la Cour constitutionnelle que cette règle a été abrogée. C'est seulement en 1981 qu'a été abrogé le crime d'honneur, qui permettait une réduction de peine pour le mari trahi. A été abrogée également l'institution du mariage réparateur suite au